Bonjour à vous. Alors, comme là, pour l'instant, on n'est toujours pas certain de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la saison 2021, j'ai décidé de vous présenter un plan de division là, par rapport au fait que si on avait besoin de séparer les équipes pour qu'ils jouent dans des bulles, etc., etc. Donc, j'ai décidé de vous présenter un des plans, parce qu'il y a beaucoup de plans qui ont été proposés jusqu'à là. Le plan que moi je vous présente, c'est le plan de Greg Wyshynski, qui est un journaliste qui travaille pour ESPN. Lui, il amène un plan à 5 divisions, puis je trouvais ça quand même intéressant de voir comment il a bâti son plan. Son plan est bâti surtout de manière à essayer de limiter le plus possible le voyagement. Vous allez voir qu'il y a des équipes qui vont quand même voyager beaucoup, mais on essaye de réduire le plus possible en faisant plus de divisions, donc ça permet une plus grande proximité au sein des équipes. C'est sûr et certain qu'il y a des divisions qui voyagent quand même beaucoup. Dans un cas particulier, il y a une équipe qui va voyager beaucoup dans une seule division. Dans un autre cas, c'est la division au complet qui voyage beaucoup. Alors bref, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle à tout ça, mais là, je vous présente aujourd'hui la proposition à 5 divisions de Greg Wyshynski qui travaille pour ESPN, et je pense que ça peut être intéressant. La division qui semble être la division la plus souvent coulée dans le béton, c'est la division canadienne. Que ce soit, majoritairement, c'est tous des plans à 4 divisions, donc que ce soit dans les plans à 4 divisions ou à 5 divisions, généralement, on met tout le temps la division canadienne ensemble. La logique est en soi très simple, c'est-à-dire que la division canadienne, à cause de la possibilité de différence au niveau de la légifération entre le Canada et les États-Unis, et surtout par rapport à la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'on a le droit de rentrer aux États-Unis, mais on n'a pas le droit de rentrer au Canada ou quelque chose de même. Alors bref, ça cause des problèmes pour les organisations qui auraient besoin de voyager outre frontières. C'est la raison pour laquelle on a dans tous les scénario jusqu'à présent une division qu'on appelle la division canadienne, c'est-à-dire que toutes les équipes canadiennes vont se retrouver dans cette division-là, et c'est surtout pour une question de sécurité au niveau des frontières, donc que ce soit moins compliqué au niveau des frontières. Fait au niveau de la division canadienne, il n'y aura absolument aucune surprise. Ça serait l'ensemble des équipes canadiennes qui se retrouveraient dans cette division-là. Alors, dans le cas de la division canadienne, moi, je pense que c'est une division qui serait super intéressante pour les codes d'écoute parce que c'est le sport national. C'est aussi des équipes que on a comment on appelle ça en anglais, le Hockey Night in Canada. Donc, ce serait des équipes Hockey Night in Canada à chaque match. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour le broadcast canadien. Ça pourrait être intéressant pour la LNH, essentiellement du Nord, parce que des rivaux naturels qui sont aux États-Unis pourraient écouter quand même les matchs qui vont se passer au Canada, mais surtout pour le fan canadien, ça serait super intéressant, parce que pour les fans canadiens, on pourrait voir plus souvent des équipes, comme exemple, pour nous dans l'Est, on pourrait voir plus souvent, mettons, les Canucks, qui sont une équipe émergente qui a une forte puissance au niveau offensif. On pourrait voir les Oilers d'Edmonton plus souvent, qui est une très bonne équipe aussi. Ceux qui sont fans d'autres équipes, comme exemple les Flames de Calgary, qu'on verrait plus souvent, les Jets de Winnipeg, qu'on verrait plus souvent. Fait que ça peut être intéressant. Puis pour les équipes de l'Ouest, de voir plus souvent le Canadien de Montréal, qui est une équipe qui est compétitive, puis qui est une équipe à fort potentiel de fans. De voir plus souvent les Maple Leafs de Toronto, qui est une très bonne équipe sur un point de vue offensif. Alors je pense que ça pourrait être intéressant au niveau du broadcasting. Alors c'est sûr qu'il y a des équipes, et ça Eugene Melnyk l'a déjà mentionné de manière très très claire, qui seraient peut-être perdantes dans ces structures-là, parce qu'en ne jouant pas contre toutes les équipes de la LNH, à ce moment-là, les équipes qui sont les équipes plus faibles auraient peut-être plus de difficultés à se distinguer au sein d'une division qui serait une division comme par exemple canadienne. Je vais situer Ottawa ici, parce que géographiquement, on va comprendre la logique, je vais essayer de les situer à peu près où les villes sont situées au Canada. Alors pour l'équipe des Sénateurs d'Ottawa, c'est sûr que ça ne serait pas nécessairement hyper gagnant d'avoir ce genre de division-là, parce que malheureusement, la division serait forte, et à ce moment-là, ça serait difficile sur un point de vue compétitif pour les sénateurs d'être compétitifs. Par contre, le vieil adage le dit, c'est en jouant contre les meilleurs qu'on devient meilleur. Alors je pense que ça pourrait quand même être pertinent. Au niveau des codes d'écoute, de jouer tout le temps contre des équipes canadiennes qui, malheureusement pour Ottawa, mais quand même, je veux dire, le bassin de fans est peut-être plus fort et l'audience est peut-être plus fort dans les autres équipes canadiennes qu'à Ottawa. Ça peut être intéressant aussi pour les sénateurs d'Ottawa. Et le fait qu'il n'y aura pas de fans présents, comme par exemple du Canadien ou des Maple Leafs dans leurs estrades quand on joue à domicile, ça peut être intéressant. Une équipe que je pense qui ne gagne pas nécessairement beaucoup serait les Jets de Winnipeg. J'ai aucune idée comment les Jets de Winnipeg vont se présenter, mais c'est une organisation qui n'a peut-être plus
le prestige qu'elle avait il y a 2 ans. Alors, c'est une organisation qui, au niveau défensif, a eu des grosses pertes et ça paraît malheureusement. Connor Hellebuyck réussit à garder l'équipe en bonne position, mais c'est quand même une équipe qui a de la difficulté. De jouer continuellement contre des équipes qui sont très offensives comme les Canucks et les Oilers d'Edmonton, je pense que ça pourrait peut-être être exigeant pour une organisation comme les Jets de Winnipeg. Mais en même temps, je pense que ça peut être un bon moment pour différentes organisations de se créer des rivalités fortes avec d'autres organisations. Alors, ça pourrait permettre aux Jets de Winnipeg qui, comme par exemple, vont jouer plus souvent contre des équipes de l'Ouest parce qu'ils sont dans l'Ouest, de créer plus de rivalité avec les équipes, disons, de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique. En même temps, ben, pour exemple, les fans des Jets de voir plus les Maple Leafs, qui sont quand même pas géographiquement tellement loin, ça peut être très intéressant aussi. Et vice-versa, pour les fans de Winnipeg, de voir plus des équipes comme Montréal puis Toronto, ça peut être super intéressant. Du côté de Calgary. Du côté de Calgary, je vous dirais que c'est pas nécessairement quelque chose qui une grosse perte ou une grosse victoire. Parce que là, on va continuer à jouer contre nos rivaux qui sont nos rivaux très traditionnels, c'est-à-dire les rivaux de l'Alberta, les Oilers d'Edmonton. On va continuer à jouer contre nos rivaux qui sont nos rivaux traditionnels. Puis on va jouer également contre les Canucks de Vancouver qui sont quand même des rivaux relatifs là, des Flames de Calgary. Fait que, au niveau des Flames de Calgary, ça peut être quelque chose d'intéressant et les Oilers d'Edmonton de pouvoir jouer plus souvent contre des organisations avec lesquelles on est déjà des rivaux. Puis un point qui est toujours un point selon moi intéressant pour les équipes de l'Ouest, c'est que là, en jouant dans l'Est plus souvent, ben eux ils jouent plus tôt dans la journée. C'est un désavantage pour les équipes de l'Est, mais je pense que ça peut être un avantage pour les équipes de l'Ouest. Ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est aussi la division qui va le plus voyager. C'est la seule division qui va jouer dans 4 fuseaux horaires différents, puisque bien entendu le Canadien de Montréal joue dans le fuseau horaire de l'Est. En fait, Montréal, Toronto, Ottawa. Par la suite, je me souviens plus des noms exacts. Je crois qu'on appelle le fuseau horaire de Winnipeg, je pense qu'on l'appelle Central, Mountain pour l'Alberta, puis Pacifique, Ouest pour la côte ouest Pacifique. Mais en tout cas, bref, c'est la division qui a le plus de fuseaux horaires présents, donc un plus grand décalage au niveau des heures. Puis c'est la division qui va voyager le plus sur un point de vue géographique. Pour ce qui est des Canucks de Vancouver, ben, pour les Canucks de Vancouver, encore une fois, de jouer plus souvent contre tes rivaux, ça peut être intéressant. Les Canucks ne sont pas nécessairement une organisation qui a d'immenses rivaux, mais quand même, les rivaux de l'Alberta, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Puis ça peut être intéressant pour les Canucks de voir une équipe comme Toronto plus souvent, parce que justement, c'est deux bonnes bases de fans qui vont s'affronter assez régulièrement. À ce moment-là, ben, pour les Canucks, c'est l'équipe qui va être située la plus à l'ouest. Donc, c'est l'équipe qui est à prendre en considération comme étant l'équipe qui va la plus voyager, avec, bien entendu, l'équipe qui est la plus à l'est, soit le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal va avoir besoin de voyager beaucoup, puis malheureusement, il va y avoir beaucoup de matchs qui seraient dans l'ouest, donc qui seraient tard le soir. Je ne sais pas si la LNH va les faire jouer pour eux tôt, exemple à 4h de l'après-midi pour eux, pour que nous autres, ça donne aux alentours de 7h. Anyways, il n'y aura pas de fans dans les estrades, ça ne changera pas grand-chose. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont les faire jouer à 5h pour attendre que les travailleurs reviennent à la maison puis que ça soit pas trop tard pour le Canadien à 8h. Je sais pas comment ils organiseraient ça. Mais honnêtement, si on joue aux heures régulières, pour le Canadien, ça serait exigeant de jouer continuellement dans l'Ouest parce que franchement, les gars, pour eux autres, il est très tard, là, puis les jambes deviennent lourdes. Puis généralement, le Canadien, il n'est pas très très fort quand il joue disons, plusieurs matchs dans l'Ouest. Fait que je pense que ça pourrait être un peu plus désavantageux pour les équipes de l'Est que les équipes de l'Ouest. Par contre, ben, je pense que c'est des joueurs de hockey, là, puis j'ai écouté entre autres Maxime Lapierre qui en parlait puis qui disait on est très tout petits oignons dans l'avion, peu importe ce qu'on demande, on va l'avoir, on peut dormir dans l'avion, etc. Fait que c'est peut-être pas un immense problème, mais je pense que ça peut quand même être un problème, le fait du décalage horaire. Et puis finalement, ben, les Maple Leafs de Toronto. Dans le cas des Maple Leafs de Toronto, on a une certaine rivalité, bien entendu, avec Ottawa, parce que c'est la rivalité de l'Ontario, la plus grande rivalité étant avec Montréal. Mais le fait d'avoir des affrontements contre des équipes très offensives comme les Oilers puis les Canucks, jouer contre les Maple Leafs de Toronto, pour les fans de Toronto, ça va être le fun. Pour les fans pas d'Ottawa, mais de Edmonton et Vancouver, ça serait super le fun. Alors ça serait la division canadienne. Vous remarquez dans le haut ici que j'ai mis Oilers et Nordiques, c'est parce que dans les rétro jerseys, il y avait ceux des Oilers et des Nordiques. Je tiens à vous rappeler également que vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes des réseaux sociaux au nom de HockeyFan514 ou le hashtag HF514, soit sur YouTube, TikTok ou Twitter, Instagram, toute la même affaire partout. Par la suite, on va y aller avec la division Nord-Est. Dans la division Nord-Est, ben là, on n'irait pas nécessairement avec une très très grande originalité, mais on regrouperait les différentes équipes de l'État de New York. Alors, on aurait les Sabres de Buffalo,
qui jouerait avec les Rangers de New York, qui jouerait avec, en fait on va les descendre un petit peu les Rangers, qui jouerait avec les Islanders. Alors bref, les trois équipes de l'État de New York seraient dans la même division. Dans le cas des Islanders et des Rangers, c'est une belle rivalité. Les Sabres, c'est une équipe qui est un peu flat, c'est-à-dire c'est une équipe qui n'a pas vraiment de grosse rivalité avec personne, à part peut-être une petite rivalité avec Toronto parce que c'est pas tellement loin, mais sinon, c'est pas nécessairement les équipes qui ont le plus de rivalité. Dans le cas des Sabres de Buffalo, ça serait intéressant de pouvoir développer une certaine forme de rivalité avec des équipes qui sont peut-être un petit peu plus proches. Puis là, un fait qui est un fait anecdotique, c'est que c'est la division qui voyage le moins. Dans la structure, c'est elle qui voyage le moins. C'est, je crois, Buffalo et Philadelphie qui sont les équipes qui seraient les plus éloignées. Puis encore là, on ne parle pas d'un immense éloignement, là. Mais sinon, tu sais, des équipes comme les Islanders, les Rangers, puis les Devils, c'est ridicule, là, je veux dire, ils sont littéralement ça même. Ils jouent dans le cours de l'autre, là, finalement. Là, fait qu'ils sont vraiment géographiquement tous collés les unes sur les autres. Alors ça serait une division qui ne voyagerait pas beaucoup. Ajoute à ça la division les Bruins de Boston qui, eux, jouent au Massachusetts, donc un peu plus dans le nord. Donc, c'est une division qui voyagerait vraiment pas beaucoup. Je vais rapprocher Philadelphie pour constituer un petit peu mieux tantôt, là. C'est une division qui aurait comme rivaux essentiellement ces trois-là, parce que les Rangers ont déjà une certaine rivalité avec les Devils, puis ont une rivalité avec les Islanders. Puis ça peut être intéressant de voir cette rivalité-là entre ces deux équipes-là, parce que c'est deux équipes quand même qui sont capables d'être compétitives dès cette année. Certes, les Rangers ont encore de la maturité à gagner, mais quand même. Puis sinon, les Flyers me semblent être peut-être l'équipe la plus dominante dans cette division-là. Un point que je vois, un point très faible là-dedans, c'est la rivalité de la Pennsylvanie qui serait séparée. Et ça, c'est quelque chose que je trouverais excessivement dommage. Dans le cas de Montréal puis Boston, je pense que c'est une rivalité qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se fasse parce que presque tous les scénarios font la division canadienne puis séparent les États-Unis. Donc Boston-Montréal ne devrait pas se voir dans la saison 2021. Puis ça, je trouve ça vraiment très dommage. Là-dedans, moi, ce que je vois, c'est que tu as vraiment un très très gros marché. Dans la division canadienne, tu en as quand même plusieurs. Je pense à Montréal, Toronto qui sont les plus gros marchés. Mais tu sais, quand même, Vancouver est non négligeable comme marché. Dans le cas présent ici, les Rangers ont un gros marché et Boston a un bon marché. Boston, c'est pas une grosse ville, c'est pas aussi gros que New York, mais quand même, ça a un bon marché. Maintenant, c'est des petits marchés pour ce qui est de Buffalo, pour ce qui est des Islanders, puis des Devils, puis un marché qui est quand même respectable avec les Flyers. Alors bref, les codes d'écoute ne seraient peut-être pas nécessairement les meilleurs, ce ne seraient pas les plus à plaindre, mais ce ne seraient pas nécessairement les meilleurs. Et ce seraient des équipes qui vivraient dans un seul et unique fuseau horaire, qui ne voyageraient pas beaucoup. Je pense que c'est une division qui serait quand même avantagée. Je trouve ça intéressant de garder la rivalité entre ces deux organisations-là, même si les Devils ne sont pas nécessairement une équipe avec qui on a beaucoup d'aminosité. Il reste que c'est quand même des rivaux naturels là, pour ces organisations-là. Par contre, les Bruins perdent leurs rivaux naturels, les Flyers perdent leurs rivaux naturels, et ça, je trouve ça excessivement dommage. Ce qui nous amènerait éventuellement vers la section sud-est. La section sud-est est une section qui, pour moi, a quelques points intéressants sans plus. Les Penguins de Pittsburgh sont l'équipe qui serait assurément le plus au nord, puis pour les Penguins de Pittsburgh, de perdre tes rivaux de la Pennsylvanie, je pense que c'est quelque chose qui serait pas nécessairement bon au niveau des codes d'écoute. Sauf que là où peut-être on réussirait à regagner un peu plus, ça serait de réanimer la fameuse rivalité avec les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, surtout là, la rivalité qu'on disait Crosby puis Ovechkin, pourrait peut-être regagner de la vie. Puis ça, à ce moment-là, ça serait peut-être intéressant pour les codes d'écoute. Je pense que de voir plus régulièrement Crosby affronter Ovechkin, oui, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Ça pourrait être quelque chose de vendeur pour la LNH. Mais encore une fois, je le répète, je pense pas que les divisions des États-Unis vont être les plus vendeuses. Je pense que vraiment le Hockey Night in Canada va être le plus vendeur dans toutes ces divisions-là. Donc, bref, je pense que ça pourrait quand même... Les fans un peu partout en Amérique du Nord peuvent être intéressés de cette fameuse rivalité-là. Un point qui est un point intéressant aussi, c'est qu'on aurait le Lightning de Tampa Bay dans cette division sud-est-là. Et dans le cas ici du Lightning de Tampa Bay qu'on va situer ici, dans le cas du Lightning
Lightning de Tampa Bay de jouer contre les Capitals de Washington sur une base régulière. C'est deux formations qui sont tellement dominantes en saison régulière, en tout cas dans les dernières années, ce qui m'amène à dire que ça pourrait être intéressant de les voir jouer régulièrement les uns contre les autres. Mais ça crée aussi une immense disparité. Parce que quand tu vois des équipes comme Pittsburgh, Pittsburgh c'est plus instable, mais Pittsburgh, mettons, là, bon, Capitals puis Tampa Bay, deux très bonnes équipes en saison régulière, qui vont affronter des équipes comme par exemple les Panthers de la Floride sur une base régulière, qui eux jouent à Sunrise, qui est dans le sud de la Floride. Ça risque d'être désavantageux. Autant que les Sénateurs jouaient sur une base régulière contre des équipes canadiennes qui sont, selon moi, clairement plus fortes que lui. Eugene Melnyk en a très peur. D'ailleurs, c'est pas avantageux pour les Sénateurs d'Ottawa. Ben, c'est un peu le même principe, selon moi, pour une organisation comme les Panthers de la Floride, qui sur papier sont peut-être bons, mais que dans les faits, ils ont tout le temps de la difficulté. Alors, bref, de jouer régulièrement contre le Lightning de Tampa Bay et les Capitals, c'est pas juste... c'est pas juste des divisions traditionnelles, ça va être encore plus fréquent que les divisions traditionnelles. Fait que je pense que ça peut être quelque chose qui est peut-être un petit peu problématique pour les Panthers de la Floride. Puis c'est pas nécessairement des organisations qui vont leur amener une grosse cote d'écoute. Les Panthers remplissaient presque leur aréna, mais ils remplissaient presque leur aréna quand le Canadien est en ville, tu sais. Fait que bref, va savoir si ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, cette division-là, mis à part la rivalité entre ces deux-là. On aurait également les Hurricanes de la Caroline. Je pense que la Caroline, ça serait comme ça. On aurait également les Hurricanes de la Caroline puis les Blue Jackets de Columbus qui eux autres sont en quelque part ici. Des rajoutés eux autres dans cette association-là, dans cette division-là, c'est déjà des équipes qui jouent quand même assez régulièrement en compte dans la métropolitaine, là, parce que la métropolitaine regroupe ces quatre équipes-là, versus eux qui jouent dans l'Atlantique. Fait que pour eux de jouer contre les équipes de la métropolitaine, c'est peut-être pas le plus intéressant. Comme je vous dis, moi je trouve que ça pourrait être intéressant, mais je pense pas qu'il existe vraiment de rivalité entre eux autres. Puis sinon, ben, les deux équipes de la Floride, généralement, bénéficiaient beaucoup du fait d'avoir des équipes canadiennes dans la même division que eux. Là, ils l'auraient pu. Et ça, je pense pas que ça soit nécessairement très avantageux au niveau des codes d'écoute. Puis encore une fois, je sais que je l'ai répété maintes et maintes fois, mais je vois pas vraiment de très gros matchs hautes. Ça pourrait être des gros matchs, mais la perte de cette rivalité-là est vraiment très dure. On rattraperait avec peut-être la rivalité Ovechkin-Crosby qui serait plus fréquente que d'ordinaire. Mais je pense pas qu'au niveau des codes d'écoute, ça soit nécessairement désastreux, vu que je vois deux grandes puissances en saison régulière et une belle rivalité. Mais ouais, c'est ça. C'est une organisation qui voyagerait moyen. C'est celle qui voyage le plus. Elle voyage moyen. Elle voyage pratiquement pas. Par la suite, on va y aller avec l'Association centrale. L'Association centrale va être assez surprenante. Et ce que je trouve de surprenant, c'est parce que dans le fond, on a mis plus d'équipes dans l'Association canadienne, puis les autres, on a donné des équipes avec un nombre égal. Alors, c'est ce qui amène la division centrale avec quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, dans la division centrale, on aurait les très puissants Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado est une organisation qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est une puissance autant au niveau offensif, défensif, puis frappe. C'est une organisation qui joue dans le fuseau horaire du... ils appellent ça aux États-Unis Mountain, là, fait le Time Zone Mountain. Donc, cette division-là jouerait dans 3 fuseaux horaires différents. Parce qu'on aurait l'Avalanche du Colorado qui joue dans le Mountain. Et par la suite, on aurait l'équipe qui déménage de l'est à l'ouest, les Red Wings de Détroit. Alors, les Red Wings de Détroit qui sont très éloignés du Colorado, qui, eux, se ramasseraient dans la division centrale et qui sont dans le fuseau horaire de l'Est. Alors, pour les Red Wings de Détroit, cette division-là serait excessivement difficile. Non seulement est-ce que l'équipe est plus faible, mais en plus de ça, ils voyageraient beaucoup, alors que normalement, ils jouaient contre des équipes du Nord-Est. Ben, c'était plus, en termes de distance, c'était plus facile pour eux autres. Là, ils partiraient souvent de Détroit pour aller jouer dans des villes qui sont beaucoup plus éloignées. Une équipe qui est quand même pas géographiquement trop loin serait les Hawks de Chicago, qui jouent dans l'Illinois, qui est quand même pas tellement loin du Michigan. Mais il en reste pas moins que c'est une association que les Red Wings seraient l'équipe qui voyagerait le plus là, dans le lot.
Ici, ce que je vois, c'est qu'on a déjà eu une rivalité fin des années 90, début 2000 entre les Red Wings et l'Avalanche, mais actuellement, je pense que ce serait presque impossible, même si les équipes jouent plus souvent contre. Les Red Wings sont tellement faibles, l'Avalanche est tellement fort que j'ai de la difficulté à croire qu'on pourrait recréer une forme de rivalité entre ces deux organisations-là. Fait que, bref, en ce moment, les Red Wings de jouer contre des instables Hawks de Chicago qui sont en reconstruction, ça peut peut-être être avantageux pour eux. Également, on a les très énigmatiques Prédateurs de Nashville qui seraient dans cette division-là. Je dis énigmatique parce qu'ils se plantent tout le temps en série, puis honnêtement, plus qu'on avance dans le temps, plus que je me dis que cette organisation-là arrivera à rien. Fait que pour les Red Wings de jouer contre les Prédateurs qui sont en soi énigmatiques, les Hawks qui sont une équipe qui est en reconstruction actuellement, le Wild du Minnesota qui est une équipe qui s'en va un peu nulle part année après année, eux autres qui sont plus au nord. Puis de jouer contre le Wild du Minnesota qui est une équipe qu'on ne sait pas trop où ils s'en vont année après année. Ça peut peut-être être jouable pour les Red Wings. En tout cas, moi je pense que ça peut peut-être être plus jouable pour les Red Wings que pour les Sénateurs dans ce genre de division-là. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'immense rivalité là-dedans. Les Hawks sont rendus trop faibles. Les Prédateurs sont bof. Le Wild sont bof. Les Red Wings sont faibles. Puis il nous reste les Blues. Fait qu'on a l'Avalanche puis les Blues de Saint-Louis, qui sont deux équipes fortes dans cette division-là. Perso, je n'y vois pas de très grande rivalité, mais ça pourrait peut-être être la plus probable en termes de rivalité. Pour ce qui est du reste, c'est une division que je vois quand même en termes de code d'écoute que je verrais peut-être intéressante parce que Chicago c'est un bon bassin, Colorado c'est un bon bassin, Détroit c'est un bon bassin. Donc en termes de code d'écoute, ça serait peut-être pas si pire, mais pour ce qui est de la compétition, je suis pas certain de ce que j'en vois ici. Et par la suite, on termine le tout avec la division Ouest. Alors dans la division Ouest, là, on a une équipe de l'Est qui rentre dans la division centrale. Ce qui veut donc dire qu'on a une équipe de la division centrale qui a déplacé vers l'Ouest. Et cette division-là, l'Ouest qui, by the way, serait un peu comme le Pacifique, si vous voulez, mais moins les équipes canadiennes, bien entendu. Alors, l'équipe qui déménage, c'est les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas qui, eux, jouent très dans le sud. Donc, les Stars de Dallas qui, eux, jouent au Texas, ça ramasserait dans la division de l'Ouest. Et là, à ce moment-là, pour les Stars de Dallas, qui ont quand même une certaine rivalité avec d'autres organisations, c'est une équipe qui est solide et balancée, les Stars de Dallas, qui ont quand même une rivalité intéressante avec les Prédateurs, une rivalité intéressante avec les Blues, peut-être plus les Blues d'ailleurs. Bon, l'Avalanche qu'ils ont vu en série l'année passée, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour les Stars d'être dans la centrale que d'être dans l'Ouest. Mais là, on n'avait pas le choix, il y a une équipe de l'Est qui s'en venait dans la centrale, donc on a été obligé d'en déplacer une. Puis celle qui géographiquement était peut-être l'équipe la plus à l'Ouest, c'était les Stars de Dallas, parce que les Stars sont quand même, et le Texas, pas tellement loin de l'Arizona. L'Arizona qui joue comme à peu près ici. Géographiquement, c'est les Stars qui sont les plus éloignés. Et par la suite, ils sont les plus éloignés avec les Sharks de San Jose, qui eux jouent dans le nord de la Californie. Mais en termes de voyagement, c'est quand même pas une division qui voyagerait énormément. Dans la mesure où on a les Stars qui sont les plus éloignés là, dans le sud-est, les Sharks qui sont les plus au nord. Après ça, on a l'Arizona qui est quand même pas tellement loin de Dallas, mais sinon encore plus proche de Las Vegas. Puis on a les deux voisins, là, je veux dire, c'est ridicule. Là, pour vous donner une idée, les Ducks de Anaheim, donc Anaheim, c'est pratiquement, je ne sais pas si on considère ça comme une banlieue, mais c'est pratiquement une banlieue de Los Angeles. C'est collé, les deux villes sont collées l'une sur l'autre. Fait que, tu sais, eux autres, géographiquement, ils se promèneraient pas beaucoup. En tout cas, ceux-là ici, ils se promèneraient pas beaucoup. Donc, les équipes qui sont déjà dans la division Pacifique, c'est des équipes qui se connaissent. Donc, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas d'immense rivalité là, entre ces différentes équipes-là. Mais, ben, tu sais, tu as peut-être une certaine rivalité entre les équipes de la Californie, je dirais. Mais il n'y a pas vraiment d'autres grandes rivalités au sein de cette division-là. Puis les Stars, eux autres, perdent un certain potentiel de rivalité avec leurs anciens collègues de la centrale. Fait que dans la division Pacifique, ben, on a essayé de créer une rivalité entre les équipes du désert, puis on a les équipes de la Californie, les Stars qui sont un peu à part. Fait que ici, dans cette logique-là, on a les Sharks de San Jose qui payent vraiment beaucoup puis qui ne performent pas. On a les Stars puis les Golden Knights qui pourraient avoir
un certain impact, parce que c'est deux quand même bonnes équipes. Mais je vois en les Coyotes, les Ducks puis les Kings des équipes faibles. Au niveau des codes d'écoute, c'est vraiment pas des bassins de population qui sont des gros fanatiques de hockey. Ça serait difficile pour cette division-là d'avoir beaucoup de codes d'écoute. Fait que bref, honnêtement, je trouve que c'est quand même le moins pire pour ce qui est de la logique du mouvement. Vous voyez que j'ai situé là, un petit peu ici, Pittsburgh voyage quand même beaucoup là, comparativement. Il faudrait même que je vous rapproche ça un peu là, comme ça. Là, parce que Pittsburgh est vraiment beaucoup plus au nord que les autres villes. Ici, ben, c'est vraiment Dallas qui est complètement à part. Puis ici, on a quand même une bonne différence. Le Détroit, c'est parce que je peux pas le mettre bien plus loin que ça. Là, mais on a quand même une bonne différence entre Détroit et Colorado. Bref, c'est ce que ça donnerait à peu près pour les 5 divisions. On aurait une division canadienne qui aurait des codes d'écoute, selon moi, très fortes, qui voyagerait beaucoup, qui jouerait à des heures un peu bizarres. On aurait la division nord-est qui aurait des codes d'écoute qui seraient corrects, qui voyagerait vraiment pas beaucoup. Eux autres sont très proches les uns des autres. La division sud-ouest qui aurait des codes d'écoute encore là corrects. Je vois une seule rivalité forte probable. La division centrale qui aurait des codes d'écoute corrects. Et finalement l'ouest qui, selon moi, aurait probablement des codes d'écoute faibles. Donc, c'est ce que représente le plan à 5 divisions de Greg Wyshynski de ESPN. Alors, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça a du sens au niveau de la logistique, au niveau des codes d'écoute, c'est pas mauvais. On va dire que c'est pas mauvais. Ça me semble être un plan qui aurait du sens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de faire un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez également la partager, question qu'on soit plus de hockey fans à jaser de hockey ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, puis on se revoit prochainement sur une autre vidéo. Merci d'avoir dédié ce temps-là à moi, ça me touche beaucoup. OK, bye bye.